De nouveau, on a des tas, on est très content quand on voit un drone exploser, détruire un char, détruire un véhicule ici, là, un pont, un truc comme ça. Mais en réalité, on n'influence pas le cours de la guerre avec ça. C'est la même chose que les sanctions. On se berce d'illusions avec ces sanctions. Alors, concernant la guerre en Ukraine, de nombreux experts européens, politiques et journalistes évoquent la situation économique qui se dégraderait en Russie. Selon Bloomberg, la production de pétrole russe a chuté en mai en raison des frappes ukrainiennes en Russie. Quelle est votre analyse de la situation économique de la Russie? Or, évidemment, Bloomberg peut dire ça, mais la réalité, c'est que Bloomberg nous dit aussi l'inverse, et je l'avais montré la fois passée, et je le remontre aujourd'hui. C'est-à-dire que il est possible qu'il y ait eu une baisse de la production. Je n'en disconviens pas, mais la question est que les Russes peuvent se permettre d'exporter davantage aujourd'hui. Et non seulement ils exportent davantage, mais ils gagnent davantage. Parce que la situation qui a été créée, notamment par la guerre en Iran, a fait monter le prix du pétrole et par conséquent, même avec un petit delta de surplus de vente, les Russes se trouvent gagnant dans l'affaire. Donc c'est d'ailleurs j'avais publié ce graphique de Bloomberg d'ailleurs de la de la semaine passée et qui montre que les Russes euh, exportent plus de pétrole aujourd'hui qu'en 2022, malgré les attaques contre les différentes raffineries. Ces différentes attaques contre les raffineries, j'avais montré la fois passée une photo aérienne d'une raffinerie à proximité de Saint-Pétersbourg. Il faut se garder un petit peu des jugements un peu trop hâtifs. Une raffinerie, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Et ce que cherchent à faire les Ukrainiens, c'est d'avoir des effets spectaculaires, c'est des effets beaucoup plus de communication qu'autre chose. Aujourd'hui, et je l'avais expliqué la semaine passée, on constate que les attaques contre ces raffineries ont pu retarder de ci, de là la livraison de pétrole ou des choses comme ça. Mais en gros, ça n'a pas affecté la capacité globale de la Russie. Et elles ont certainement aucun effet sur la situation opérationnelle. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, oui, c'est des effets c'est des effets de communication, si vous voulez. Et c'est un petit peu l'objectif, d'ailleurs, de ces opérations qui nécessitent des moyens très faibles, hein, puisque ces drones sont relativement peu coûteux, mais qui ont des effets extrêmement visuels. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient cherché à faire les Ukrainiens la semaine passée, je vous le rappelle, lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, où devait s'exprimer, où s'est exprimé Vladimir Poutine. Et il s'agissait donc de montrer la vulnérabilité de la Russie dans cette situation et les attaques qui ont été faites contre des installations portuaires et des installations pétrolières russes n'ont pas eu d'effet économique marquant, mais ont eu un effet surtout de communication. Alors, ce qui a contribué d'ailleurs à cette situation un peu bizarre, parce que on parle toujours d'un affaiblissement de la Russie, et on a des attaques sur les raffineries, mais on a vu qu'elles ont relativement peu d'impact. Et on a également des pays comme la France, par exemple, qui s'attaquent aux pétroliers, qui confisquent, arraisonnent, arrêtent, etc. Des pétroliers dites de la flotte fantôme russe. D'abord, flotte fantôme, je rappelle, ce sont des navires qui sont tout simplement pas enregistrés dans les compagnies d'assurance normalement qu'on utilise habituellement en Occident, des compagnies d'assurance britanniques, notamment la Lloyd's, qui était un des plus grands assureurs de navires maritimes. C'est la spécialité de cette assurance. Il y en a d'autres qui le font également parce que c'est des assurances qui sont capables de payer des montants énormes, comme vous pensez par exemple
aux marées noires et des choses comme ça, sont des événements qui nécessitent des déboursements de sommes astronomiques et il y a très peu de compagnies d'assurance qui sont en mesure de pouvoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des compagnies qui sont spécialisées dans les transports maritimes, en particulier les transports pétroliers. Et une des mesures de l'Union européenne en 2022 ou 2023, et ça a été, enfin l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne en l'occurrence, c'était la Grande-Bretagne, mais enfin l'Union européenne a adopté les mêmes mesures, c'était d'interdire aux compagnies d'assurance d'assurer les transports de navires russes. Donc pendant longtemps, les Européens ont dit, ça a été d'ailleurs la même chose pour le transport de blé dans la mer Noire. Les Européens ont dit, mais nous, on ne sanctionne pas le transport de blé. Oui, c'est vrai, ils ne sanctionnent pas le transport de blé. En revanche, ils interdisent aux compagnies d'assurance d'assurer ces transports. Par conséquent, ça a bloqué le trafic des céréales et ça a été l'objet en 2022 de tensions entre l'Union européenne et le reste du monde parce que, ce faisant, l'Union européenne a réduit la capacité de la Russie et de l'Ukraine d'ailleurs, enfin la Russie en particulier, l'Ukraine n'était pas touchée par les sanctions, mais de la Russie, qui est le premier exportateur mondial de céréales, d'alimenter les pays africains avec des céréales qui étaient relativement bon marché. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec le pétrole. Donc aujourd'hui, les Chinois et les Russes ont mis en place des mécanismes d'assurance pour leur transport pétrolier, de façon à ce que les transports répondent aux normes internationales au cas où il y aurait des événements comme des marées noires, etc., et de façon à ce que les transports soient assurés exactement comme des transports occidentaux. Mais pour les Européens, ça constitue une flotte fantôme parce qu'elle n'apparaît pas dans les registres des assurances occidentales. Voilà. Et donc, ça justifie pour la France d'arraisonner des navires. Mais pour revenir au propos de l'économie russe, ces arraisonnements, de même d'ailleurs que les attaques sur les raffineries, a pour effet de déstabiliser le marché, ou pas de déstabiliser, mais d'insécuriser le marché de l'énergie. Et de cette insécurisation, eh bien, viennent des prix plus élevés. Et les prix plus élevés favorisent la Russie. Donc, même si la Russie produit un peu moins de pétrole à cause des attaques sur les raffineries, admettons, eh bien, l'augmentation du prix qui résulte de ces mêmes attaques compense très largement en termes de revenus ce que la Russie perd avec les attaques elles-mêmes. Donc, on est dans une situation un peu bizarre où les Occidentaux, et c'est valable pour les Ukrainiens avec leurs attaques, comme pour la France quand elles arraisonnent des pétroliers, eh bien, les Occidentaux sont en fait les principaux pourvoyeurs de fonds de la Russie en faisant semblant, enfin pas faisant semblant, en attaquant la Russie. Donc vous voyez qu'on est un petit peu dans des situations où le serpent se mord la queue et c'est la raison pour laquelle et vous, d'ailleurs, ici, oui, je voulais mettre ça aussi parce que j'ai parlé de la France qui arraisonnait des navires. Donc, on est de nouveau avec des situations très ambiguës en Europe, enfin en Occident, où on sait qu'on commet des actes de piraterie contre des pétroliers en les attaquant, en les détournant dans les eaux internationales, etc. Mais évidemment, avec un effet en plus opposé à l'effet recherché. Donc, ça conduit à cette estimation qui a été relevée par ici le Moscow Times. Alors, le Moscow Times n'est pas un média ou un journal ou oui, un média russe. En fait, c'est un média qui est situé aux Pays-Bas et qui est très anti-Vladimir Poutine d'ailleurs. Mais cette fois-ci, ils sont malgré tout obligés de dire que les rapports sur un effondrement de l'économie russe sont très exagérés. Et effectivement, si les sanctions, et c'est la même chose que pour
les attaques contre les installations pétrolières, oui, ça fait des dommages, mais de là à en tirer la conclusion que ça provoque un effondrement de l'économie russe, c'est un peu une aberration. Et là, on a la même chose avec l'économie en général russe. L'économie russe ne s'est pas effondrée malgré les sanctions. En réalité, les sanctions ont fait stimuler l'économie russe. Et l'exemple le plus typique, j'ai parlé tout à l'heure du blé, enfin des céréales plus exactement, c'est pas le blé typiquement, mais c'est les céréales, dont il faut savoir qu'en 2000, au début des années 2000, la Russie, je pense que en 2010 à peu près, la Russie était un pays importateur net de céréales. Ils ne produisaient pas assez de céréales pour eux. Et puis en 2014, on leur a imposé des sanctions sur les céréales, en pensant punir d'ailleurs la population russe, puisque la céréale sert à faire de la nourriture. Et ça a stimulé la Russie pour créer une industrie ou une agriculture céréalière. Et aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur de céréales dans le monde. Donc, vous voyez que les sanctions, et c'est là que les Européens se mettent un petit peu, se fourdoient dans l'œil, si vous me passez l'expression, parce qu'on a l'impression que momentanément, certainement que ces sanctions ont un effet sur l'économie et provoquent des affaiblissements. Mais la Russie est un pays qui a des ressources gigantesques, pas simplement des ressources minérales, pas simplement des ressources en termes de géographie, si vous voulez, topographie, mais c'est un pays qui a des ressources intellectuelles, des ressources en personnel qui sont absolument gigantesques. Ils ont des personnes qui sont, euh, comment dire, qui sont, dont les qualifications étaient sous-utilisées quelque part, et aujourd'hui, grâce aux sanctions, la Russie a pu s'engager dans des voies qu'elle n'avait pas abordées précédemment parce qu'elle préférait acheter en Occident. C'était plus facile d'acheter en Occident, ça limitait les investissements à domicile, etc. Les Russes ont été forcés d'investir, ils ont la capacité, ils l'ont fait, et maintenant, ils ont une économie qui devient de plus en plus compétitive avec l'économie occidentale. Résultat des courses, les sanctions ont eu certainement des effets, et on le voit d'ailleurs sur certains points, on y reviendra tout à l'heure sur la question de l'inflation, mais il y a eu des effets sur l'économie russe, mais c'est une économie qui a des capacités de rebond absolument insoupçonnées et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la Russie a un peu dominé ces problèmes-là. Et alors, en plus, il faut voir que euh, quand on parle des ressources, notamment des hydrocarbures, les Européens se vantent de refuser de financer la guerre en Ukraine et donc de couper l'achat d'hydrocarbures à la Russie. Or, quand vous voyez les dernières statistiques qui datent d'avril 2026, c'est des statistiques qui sont faites par CREA, ici, qui est une institution qui est spécialisée dans l'analyse du trafic, pas du trafic, du commerce des hydrocarbures, vous voyez que en ce qui concerne le gaz liquéfié, l'Union européenne reste le principal client de la Russie. On est en avril 2026, principal client de la Russie. De même que le gaz qui vient par pipeline reste, l'Union européenne reste le principal client de la Russie, malgré tout. Et concernant le pétrole brut, vous avez l'Union européenne qui reste un des clients de la Russie, un des 5 premiers clients de la Russie. Donc, et c'est d'ailleurs très paradoxal parce que vous voyez, on a commencé cette interview ou ce programme par mes sanctions. Moi, je suis sanctionné pour avoir dit quelque chose qui ne plaît pas à l'Union européenne, mais en réalité, l'Union européenne continue à financer la guerre russe. Donc c'est le paradoxe, ils vous sanctionnent pour ce que vous dites, mais eux, continuent à financer la guerre russe. Et quand vous regardez
ceux qui ont acheté des ressources d'énergie fossile à la Russie, vous retrouvez l'Union européenne ici en quatrième position. Alors certes, en quatrième position, c'est une position qui a aussi clairement baissé depuis 2022, donc il ne faut pas non plus, les comparaisons ne sont pas toujours comparaisons, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a une diminution de ces ventes et normalement en 2027, il devrait y avoir une cessation complète des achats de l'Union européenne à la Russie, quoique aujourd'hui, certaines voix en Union européenne disent que malgré tout, on devrait peut-être retarder cette échéance de 2027 parce que, au vu de la situation générale de l'énergie, notamment à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz, eh bien, il serait peut-être judicieux de ne pas couper les ponts avec la Russie. Quand vous regardez en Union européenne quels sont les pays qui ont le plus acheté à la Russie, vous retrouvez la France, d'ailleurs, celle qui m'a proposé sur la liste de sanctions, donc je reviens avec le même argument, ils me sanctionnent pour ce que j'ai dit, mais eux continuent à financer la guerre russe. Donc, oui, on est dans ces paradoxes qu'on a en Europe qui montrent une totale comment dire, on est incapable de comprendre la politique européenne tant elle est contradictoire et elle est paradoxale dans ses conséquences, mais aussi dans ses décisions. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la question des attaques sur les raffineries a élevé d'ailleurs les revenus de la Russie de 32%, ce qui fait rien qu'en mai un surplus commercial par rapport à mai de l'année précédente de 9 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un affaiblissement de l'économie. J'avais également montré la semaine passée que les exportations de pétrole russe avaient atteint un sommet au mois de mai, et là, on est aussi sur des médias qui ne sont pas pratiquement favorables à la Russie. Donc, bon, on ne va pas revenir à tout ça, mais j'avais déjà énoncé ces prix-là, mais qui montrent que la, la hausse des prix compense les défauts de production, si vous voulez. Même si, et là les estimations varient, et la plupart disent qu'en réalité, oui, les attaques contre les installations pétrolières amènent une baisse de production, mais elle est relativement minime, mais les gains de prix, de revenus qui en découlent, finalement, compensent très largement les destructions effectuées. Quand vous regardez la croissance du PIB, alors ici, si vous regardez les chiffres, l'Union européenne, entre 2022 et 2026, l'Union européenne a eu une augmentation du PIB, une croissance du PIB de 5,4%, alors que pour la Russie, et c'est une étude de Harvard, donc de l'université d'Harvard, qui montre que la Russie a une croissance dans la même période de 5 à 10%. Alors évidemment, ici on a un peu si vous voulez, le schéma de cette, comment dire, de cette croissance au fil des différentes années. Vous voyez que la zone européenne, oui, l'Europe a une croissance qui a été relativement qui est en dents de scie, un petit peu comme la croissance russe, mais la croissance russe a quand même une certaine stabilité. Et cette année, il y a un peu partout en Europe une décroissance et la Russie fait comme les autres pays, elle subit aussi les effets de la crise économique globale qui est induite pardon, par les différents conflits, par la réduction de l'offre d'un certain nombre de produits, etc., etc., les incertitudes de marché, l'affaiblissement d'un certain nombre de marchés, notamment en Asie. Et par conséquent, on a ici une baisse du PIB de la Russie. Ici, on est encore, l'Union européenne a une croissance qui est un peu supérieure à celle de la Russie, mais en gros, on remarque qu'on n'est pas très éloigné et que le final est plutôt favorable à la Russie. Ensuite, quand on parle
de comment, du chômage, on s'aperçoit que la Russie fait beaucoup mieux que la plupart des pays européens, avec un taux de chômage qui est à 2,2%, alors que dans la plupart des pays européens, on est au-dessus de 4% à peu près, grosso modo. Et donc, on voit que la Russie s'en tire relativement bien. Et ça, c'est en grande partie dû aux sanctions, en réalité. Parce que avec l'adoption des sanctions, la Russie a euh, comment dire, créer de nouvelles activités économiques, à créer de nouvelles filières de production, à commencer à intégrer de la technologie, par exemple pour les autos, les voitures. Les constructeurs européens ont quitté, les Chinois en ont profité pour venir sur le marché russe. Et ils ont ouvert des entreprises qui demandent du personnel et les Russes aujourd'hui ont un problème qu'ils n'ont plus assez de personnel pour alimenter ces entreprises. Et c'est d'ailleurs une des causes de l'inflation qu'il y a. Quand on voit les taux de chômage, vous avez ici différentes lignes. Vous avez en bas ici la ligne de chômage en Russie. Vous voyez il y a une baisse régulière entre 2023 et 2026, alors que pour les pays de la zone euro, on est dans la partie grise ici. Bon, c'est relativement stable parce qu'évidemment, en Europe, on a une moyenne. Mais vous regardez le chômage, par exemple en Allemagne, il a fortement cru, ainsi que en France. Donc, on est dans des situations inverses. On a une sorte de désindustrialisation en Allemagne, alors qu'on a une réindustrialisation en Russie. Et cette réindustrialisation en Russie, c'est ça le paradoxe d'ailleurs, la réindustrialisation en Russie est un peu la conséquence des mesures prises par l'Allemagne contre la Russie. Donc, de nouveau, on est de nouveau dans une situation où le serpent se mord la queue. Alors, le point noir de l'économie russe, c'est évidemment les taux d'inflation, mais il faut savoir aussi que historiquement, la Russie a toujours eu des taux d'inflation assez élevés et on est aujourd'hui, ces dernières années, d'ailleurs, avec des taux qui sont relativement plus bas que les années précédentes, mais il y a toujours eu des taux d'inflation très élevés en Russie. Et il n'était pas rare de voir des taux d'inflation à 8, 9, 10% auparavant. Et aujourd'hui, on est à des taux qui sont relativement plus bas, qui avoisinent 5, 5,4, 5,9%. Et quand on regarde la comparaison avec l'Europe, on s'aperçoit que on a en Russie, c'est les traits gris ici, on a une sorte de décroissance du taux d'inflation, alors qu'en Europe, on a des taux d'inflation qui sont beaucoup plus bas, mais qui sont en légère hausse, mais pour des raisons différentes. C'est notamment à cause d'industries qui sont très dépendantes de l'énergie et que l'énergie coûte de plus en plus cher et ça rend, si vous voulez, ça entre dans l'équation pour augmenter le prix, puisque l'énergie est dans tous les produits qu'on achète, et par conséquent, vous avez un effet de des prix de l'énergie qu'on retrouve dans le niveau général des prix. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette légère augmentation qui, si la politique européenne continue, eh bien, on aura une tendance. Alors que pour la Russie, c'est presque l'inverse. De nouveau, la Russie est un pays qui, au niveau énergétique, a une relative autarcie, si vous voulez. Par conséquent, cet élément, il y a d'autres éléments qui font que l'inflation est importante en Russie, mais pas l'énergie, puisque l'énergie, c'est un élément qui, au contraire, favorise une décroissance des prix. Et la raison pour laquelle la Russie a des prix très élevés et en fait relativement plus élevés pour des produits équivalents ou pour une situation équivalente qui pourrait être en Europe, eh bien c'est parce que le prix de la main-d'œuvre augmente. La Russie ayant pas suffisamment de main-d'œuvre, eh bien, on a comment dire, c'est pas le prix de l'énergie qui coûte à la Russie, c'est le prix de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre devient de plus en plus chère puisqu'elle est de plus en plus rare.
Alors, il est certain que cette situation risque de s'améliorer dans le futur parce que la Russie a fait maintenant des accords, notamment avec la Corée du Nord et avec certains pays, la Chine, etc., pour avoir de la main-d'œuvre, et l'Inde d'ailleurs, pour avoir de la main-d'œuvre qui vienne travailler en Russie, ce qui permettrait de stabiliser le coût de la main-d'œuvre et ainsi contribuer à une stabilisation de l'inflation. Donc, l'économie russe, elle est sous sanctions, elle souffre de ces sanctions, ça c'est indéniable qu'il y a un effet, mais de nouveau, c'est un peu comme la question des attaques sur les raffineries, les effets des sanctions sont assez largement compensés par comment dire, l'impulsion qui a été donnée à l'économie russe par précisément ces sanctions. Et d'ailleurs, l'année passée, dans une conférence que Sergei Lavrov avait donnée à CBS News, sauf erreur, aux États-Unis, et la journaliste, sauf erreur, c'était Madame Amonpour, qui lui avait demandé si la Russie allait demander la levée des sanctions contre la Russie. Lavrov avait dit non, on ne demandera pas la levée des sanctions, parce que pour nous, les sanctions sont plutôt un élément qui a donné une impulsion à l'économie russe. Par conséquent, on a un peu besoin, ils ont besoin de ce coup de pied dans le derrière, si vous voulez, quelque part. Et c'est un peu paradoxal, mais les Russes eux-mêmes disent que ces sanctions, en réalité, ont eu des effets bénéfiques, même si certainement que certains aspects de leur économie a imposé des restructurations, enfin, une restructuration des flux de commerce, parce que manifestement, c'était quelque chose qui affecte leur économie, mais pas dans une mesure aussi dramatique qu'on veut bien le dire en Occident. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la situation économique pour la Russie. Donc, je pense il faut relativiser toutes les déclarations qu'on dit. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation où les Occidentaux essayent de montrer la Russie comme faible, un peu dans la perspective d'ailleurs d'une négociation éventuelle, d'une résolution du conflit ukrainien. Et l'idée, c'est un peu d'imposer des conditions à la Russie et de se convaincre, mais c'est un peu le problème ici, c'est qu'on a un peu, c'est la méthode Coué, hein, pour les Français, on sait ce que la méthode Coué, c'est de se convaincre d'une situation, même si elle n'est pas vraie, mais de baser la décision sur la conviction de cette décision et non pas sur la réalité des faits. Et c'est un petit peu ce qu'on a avec la Russie, on essaie de se convaincre qu'elle est faible, et puis que par conséquent, la Russie devra plier aux conditions qu'on va lui imposer. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Alors justement, y a-t-il des négociations actuellement entre l'Ukraine et la Russie? Alors, il n'y a pas vraiment de négociation à ce stade, mais on voit aujourd'hui que les Occidentaux, de plus en plus d'ailleurs, ça avait commencé l'année passée, ils s'étaient posé la question d'une reprise de contact avec la Russie, pour la bonne et simple raison que malgré tout le discours ambiant qu'on entend sur la situation militaire qui n'avance pas, sur la situation économique, que la Russie qui s'effondre, etc., etc., les Occidentaux constatent quand même que la situation ne va pas dans le bon sens pour l'Ukraine et que par conséquent, il faut commencer à négocier. Et c'est une situation d'ailleurs qui était totalement prévisible, et d'ailleurs je l'avais indiqué dans mes livres il y a déjà, je pense déjà depuis 2022 à vrai dire, et aujourd'hui on en voit les conséquences. Donc aujourd'hui on essaye un petit peu de se rattraper, mais on ne sait pas comment. Alors, Zelensky a publié une lettre ouverte à Vladimir Poutine. C'est une assez longue lettre d'ailleurs qui a été rendue publique. Ici, vous l'avez sur le site d'ailleurs du président ukrainien, en anglais d'ailleurs, donc je n'ai rien inventé ici, mais qui est une lettre où en fait, il exige de Poutine qu'il entame des négociations. Et, et c'est là où on voit déjà la tonalité de la lettre est un peu contradictoire. Parce que dans cette lettre, qui, comme je l'ai dit, est assez longue, il répète que la Russie est en train de perdre, que le gouvernement
russe est de moins en moins, enfin Vladimir Poutine en l'occurrence, est de moins en moins populaire et que par conséquent, la Russie se trouve de plus en plus dans le coin d'une pièce et qu'elle a tout intérêt aujourd'hui à négocier. C'est un peu comme si Zelensky essayait de convaincre Vladimir Poutine que son pays ne fonctionnait pas. Alors, on a vu sur le plan économique que c'est une réalité qui n'est pas tout à fait exacte, et sur le plan militaire qu'il est certainement encore moins. Mais voilà, et c'est le ton de cette lettre qui exige de Poutine des négociations. Et à mon avis, le ton de la lettre est très maladroit, mais à mon avis, il n'a pas été fait pour obtenir quelque chose de Vladimir Poutine. Cette lettre a été faite pour, comment dire, afficher une posture ukrainienne qui va un peu en renfort de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des allégations sur la situation économique. On essaye de se convaincre que la Russie est dans une mauvaise passe et qu'il faut profiter de cette mauvaise passe pour lui imposer des termes de négociation que sinon elle n'accepterait pas. Et cette lettre, elle est un peu la formalisation de tout ça. Il y a beaucoup de choses dans cette lettre qui sont extrêmement discutables, voire tout simplement fausses, si on s'en tient aux faits et à l'observation de la réalité du terrain. Mais pour ceux qui ne suivent pas la situation en Ukraine et qui lisent cette lettre, eh bien, on peut facilement être convaincu que Zelensky s'engage dans une négociation à partir d'une position forte. Or, on est assez loin de cette situation. Et d'ailleurs, Zelensky lui-même a dit qu'il avait obtenu le résultat qu'il voulait avec cette lettre, et comme il l'explique lui-même, il ne s'agissait pas vraiment de forcer Vladimir Poutine, mais de lancer un message à la communauté internationale pour montrer comme l'Ukraine était forte et capable d'imposer, de s'imposer par rapport à la Russie. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? Quand on regarde la position de Vladimir Poutine dans les sondages, et ici j'ai des sondages comme les autres qui vont suivre, sont des sondages qui ont été pris du centre Levada, qui est un centre qui est d'ailleurs considéré comme agent étranger par les autorités russes, ceci pour que ce soit clair à tout le monde, ce n'est pas un organe du gouvernement russe, bien au contraire, et qui a un avantage par contre, c'est que chaque mois, il pose les mêmes questions comment dire, aux personnes qui sont, comment dire, dont Sondé? sont l'opinion. Et, et donc, ça permet de faire des comparaisons de mois en mois, parce qu'on a toujours la même question qui est posée, et donc on peut faire vraiment une comparaison des scores de chaque mois. Et on voit que depuis le début de l'année, Vladimir Poutine est tombé de 85% d'opinion favorable à 79. Grosso modo, ça s'est stabilisé entre avril et mai à 79. Alors, déjà, c'est cependant des scores dont Emmanuel Macron, Keir Starmer ou Friedrich Merz pourraient rêver, mais ça constitue quand même une petite baisse. Mais il ne faut pas se tromper sur cette baisse. Elle montre effectivement une sorte de mécontentement vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais pas dans le sens qu'on voudrait bien le dire. Et d'ailleurs, quand on vous parle d'une baisse dans les sondages de Vladimir Poutine, on ne vous dit pas le pendant de ça. Et c'est ça qui est important de regarder, c'est quel en est le pendant. Et quand vous regardez toujours du même centre Levada, c'est la comparaison entre ceux qui souhaiteraient continuer les opérations militaires en Ukraine et ceux qui voudraient avoir des négociations. En rouge, vous avez ceux qui seraient pour des négociations et en bleu, vous avez ceux qui seraient pour une action militaire. Et vous voyez que depuis le début du conflit, vous avez moins de Russes qui sont favorables plutôt, je devrais dire ça différemment, c'est plus de Russes qui sont favorables à la négociation qu'à une solution militaire du conflit. Voilà, il s'agit de la solution militaire du conflit. Or, vous constatez que depuis le début de l'année, la part de ceux qui étaient favorables à la négociation a diminué et qu'en revanche, la part de ceux qui voudraient une solution militaire a augmenté. Et que par conséquent, ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de Vladimir Poutine n'est pas une critique contre le fait qu'il fasse la guerre, mais plutôt une critique
face au fait qu'ils ne fassent pas la guerre de manière suffisamment dure par rapport à l'Ukraine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça se vérifie d'ailleurs dans l'autre sondage qu'il y a, et qui est un sondage toujours du même centre, Levada, qui est toujours le même sondage qu'on a depuis février 2022 d'ailleurs, qui est le soutien apporté par la population russe à l'opération militaire spéciale. Alors vous constatez ici une sorte de contradiction d'ailleurs qui pourrait apparente, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une majorité de Russes qui étaient favorables à la négociation. Pourtant ici, quand vous regardez ceux qui soutiennent l'opération militaire spéciale, vous apercevez qu'il y a une majorité de Russes qui sont favorables à cette opération militaire spéciale. Donc ça veut dire que les Russes sont globalement favorables à l'opération militaire spéciale pour les raisons d'ailleurs qui ont été évoquées par Vladimir Poutine. Donc pour eux, la raison de l'opération militaire spéciale est une bonne raison, on pourrait dire ça comme, on pourrait simplifier leurs propos de cette manière-là, et vous avez 20%, grosso modo, bon an, mal an, 20%, un peu moins de 20%, qui pensent que la guerre est une mauvaise, il y a une mauvaise raison pour la guerre. Mais pour la solution du conflit, ces gens sont favorables majoritairement à une solution négociée plutôt qu'à une solution militaire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans les derniers mois, et probablement d'ailleurs que les attaques contre le dortoir de Starobelsk, donc que j'ai évoqué il y a déjà 1 ou 2 semaines, a contribué à ça d'ailleurs. Aujourd'hui, les Russes sont de plus en plus favorables à l'opération militaire spéciale et vous avez moins de Russes qui pensent que c'était une mauvaise raison de la faire. Donc, il faut bien voir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'en Russie, Vladimir Poutine a toujours été favorable à une solution négociée, même si c'est lui qui a pris la décision d'attaquer l'Ukraine. Et il n'est pas parmi les plus va-t-en-guerre du gouvernement. Et comme si vous voulez, autrement dit, il est plutôt un modéré en Russie. Or, les événements qu'on a vus récemment, notamment les attaques de drones contre les villes de la Russie, et comme je l'ai expliqué la fois passée, cette idée qu'il faut attaquer la population russe pour qu'elle provoque un changement politique à l'intérieur de la Russie, cette politique d'attaquer la population russe a eu pour effet que les Russes se rebiffent là contre et soutiennent un discours beaucoup plus agressif à l'égard de l'Ukraine, plutôt que essayer de se retourner contre le gouvernement, ou ce qu'il ferait plutôt, ce serait de favoriser des gens comme Medvedev, etc., qui sont encore plus, comment dire, encore plus va-t-en-guerre que Vladimir Poutine. Donc, c'est important de comprendre ce contexte-là parce que ça montre que quand on a la lettre de Zelensky qui dit ô combien la Russie est faible et combien l'Ukraine est forte et combien la population russe est opposée à Vladimir Poutine, etc., vous voyez que les chiffres démentent le contenu de cette lettre. Et c'est pour ça que Zelensky a pu faire une sorte d'effet de manche vis-à-vis de l'Occident, et c'est d'ailleurs comme ça que nos médias ont pris tout ça et ont monté un peu en épingle cette lettre, mais pour les Russes, on est sur une sorte comment dire, de bravade de la part de Zelensky, mais qui n'a pas vraiment de contenu, si vous voulez, dans la réalité des faits. Alors, on a le problème, comme je l'ai dit, l'Union européenne voudrait négocier, mais on a toujours ce problème-là, c'est que la Russie, l'Union européenne, n'a toujours pas de plan pour ce qu'elle. Elle a toujours comme doctrine d'affaiblir la Russie et de soutenir l'Ukraine. Et évidemment que formulée sous cette forme-là, cette doctrine-là ou cette stratégie-là de l'Union européenne est peu compatible avec une négociation, surtout lorsque la Russie domine, si vous voulez, sur le terrain.
Et évidemment, on a toujours cette idée, d'ailleurs, j'ai déjà évoqué ce témoignage du chef d'état-major des forces armées belges, d'ailleurs un témoignage ou plutôt une opinion qui a été reprise dans un document du Parlement belge, que l'idée c'est qu'on va avoir une confrontation avec la Russie et que l'Ukraine est en fait un peu le dernier rempart pour qu'on puisse se préparer et affronter la Russie en 2030. Voilà. Donc, on voit bien que ce discours-là est assez peu compatible avec un discours de négociation, quelque part. C'est ce que disait d'ailleurs le Parlement belge, d'ailleurs, qui a repris les déclarations de son chef d'état-major, mais on ne va pas revenir là-dessus. Donc, voilà, on a une Europe qui se prépare à la guerre, mais qui n'est pas capable d'affronter la paix, si vous voulez. Et c'est effectivement ce que Kaja Kallas avait admis, c'est qu'elle n'a pas de stratégie pour s'adresser à la Russie. Et donc, on est dans une situation un petit peu où on voudrait parler à la Russie, mais on ne sait pas quoi lui dire. C'est d'ailleurs une chose que j'avais déjà déclarée. Et puis, il y a évidemment la question de savoir que si on discute avec la Russie, on discute en qualité de quoi? Alors, les Américains, comme je l'avais d'ailleurs expliqué en son temps, les Américains étaient une partie au conflit en réalité, puisque c'est eux qui ont très fortement alimenté ce conflit, en tout cas au début sous l'ère Biden. Donald Trump a eu un peu le bon sens de se dire ce conflit est perdu, il vaut mieux s'en retirer. Et en s'en retirant, ça lui donnait un peu une position un peu plus favorable pour jouer le rôle de médiateur, même si en réalité les États-Unis restent opposés à la Russie. Mais par cette volonté de retrait et cette volonté d'effacement et cette volonté de laisser plutôt la crise ukrainienne dans les mains de l'Europe, les Américains pouvaient jouer ce rôle de médiateur. Mais si aujourd'hui les Américains se retirent complètement de ce conflit et passent la main à l'Europe, ou si l'Europe veut reprendre la main, si vous passez l'expression, elle ne sait même pas en qualité de quoi. Parce que soit l'Union européenne est en guerre avec la Russie aux côtés de l'Ukraine et par conséquent, elle intervient comme un co-belligérant de l'Ukraine à la table des négociations, mais à ce moment-là, ça veut dire que l'Europe est en guerre, soit elle n'est pas en guerre, elle n'est pas, elle se met pas à la table de négociation à côté de l'Ukraine, mais au milieu de la table, si vous me passez l'expression, de façon à arbitrer les positions des uns et des autres, comme devrait le faire un médiateur. Or, évidemment, les Européens ne veulent pas abandonner l'idée qu'ils sont aux côtés de l'Ukraine, mais d'un autre côté, s'ils sont du côté de l'Ukraine et qu'ils affirment qu'ils sont combattants sans l'être, les Russes diront, mais vous n'avez rien à faire à la table de négociation. Soit vous vous battez et on vous lance des missiles dessus parce que vous faites la guerre, et donc dans ce cas, on négocie avec des combattants, soit vous êtes en dehors du conflit, vous agissez en dehors du conflit, et à ce moment-là, vous êtes l'arbitre, en quelque sorte, comme le faisaient les Américains. Donc les Européens se sont mis eux-mêmes dans une position qui est assez difficilement comment dire, défendable quelque part. On comprend l'idée générale, mais à partir du moment où il faut s'engager dans une discussion, eh bien, les Européens sont pris à leur propre jeu. Et même ici, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères estonien avait dit on ne peut pas être négociateur. On ne peut pas être médiateur dans ce conflit puisqu'on est aux côtés de l'Ukraine. Donc, on voit ce dilemme dans lequel se trouve l'Union européenne et qui montre la difficulté, comment dire, l'absence de, comment dire, de stratégie de l'Union européenne dans ce conflit. Alors, quand on regarde maintenant, on a vu que il y a quelques jours, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont, à leur demande d'ailleurs, demandé une rencontre avec le ministère des Affaires étrangères russe. Et c'est le vice-ministre des Affaires étrangères
russe qui a accueilli ces trois ambassadeurs qui ont remis une liste, j'imagine, d'exigences. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Ce qu'on a vu, c'est que à l'issue de la conversation, les trois ambassadeurs n'ont pas fait de commentaires et avaient plutôt l'air dépités. J'ai l'impression que les Européens s'imaginent un peu, d'ailleurs, dans la ligne de la lettre ouverte de Zelensky, qu'ils peuvent avoir un levier sur sur les Russes. Alors, peut-être intéressant de voir la position de l'Union européenne. La position, et c'est probablement d'ailleurs ce que les trois ambassadeurs ont apporté au ministère des Affaires étrangères russe, c'est un plan à 5 points. Tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat et total. Donc on est toujours dans la même logique qu'avant même de discuter de paix, on veut un cessez-le-feu, sans donner de limite d'ailleurs à ce cessez-le-feu. Et ça, c'est une chose que les Russes ont déjà, c'est pas nouveau, on en a déjà longuement parlé l'année passée lorsque on a eu les propositions américaines, notamment Keith Kellogg, etc., qui étaient venus avec cette même idée, qui était, en fait, c'est un plan qui était basé sur ce qu'on avait eu à Gaza. L'idée, c'était d'abord, on cesse le feu et ensuite, éventuellement, on parle. Et on a vu qu'à Gaza, ça n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle les Russes ont dit qu'on ne va pas y aller comme ça. D'abord, on décide qu'on négocie la paix et dans le cadre de cette négociation, il y aura un cessez-le-feu. On retrouve un peu la même situation qu'on avait avec l'Iran, si vous voulez. Et les Américains ont repris exactement le même schéma. Deuxièmement, les négociations débuteront à la ligne de contact actuelle, c'est-à-dire la ligne de contact qui fait que les oblasts de Zaporozhie et de Kherson sont encore à 20% en main ukrainienne. L'oblast de Donetsk est encore, je crois, à 95-97% aux mains russes et l'oblast de Lugansk pratiquement à 100% en mains russes. Et ce serait un peu sur cette base-là qu'on discuterait. Alors, les Russes ont déjà dit que les négociations ne débuteraient avec non pas la ligne de combat actuelle, mais à la frontière de ces oblasts. Donc, ils comprendraient 100% des oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk qui seraient en main de la Russie. Donc là, on est évidemment à une situation que les Ukrainiens, respectivement les Européens, pourraient imposer s'ils avaient la supériorité sur le terrain. Or, ça n'est malheureusement pas le cas. Ensuite, on parle, la troisième exigence de ce point en 5 points, c'est l'Ukraine doit disposer de garanties de sécurité, donc une sorte de d'appartenant, enfin, d'OTAN, si vous voulez, enfin, je ne veux pas utiliser le mot à ce stade, mais qu'il y ait une sorte d'alliance, l'Ukraine fasse partie d'un système d'alliance ou de coalition qui fait que s'il y avait une reprise des combats, immédiatement, d'autres pays pourraient se joindre à l'Ukraine pour combattre la Russie. Et c'est cette idée qui a d'ailleurs qui avait été déjà évoquée par Emmanuel Macron avec le déploiement d'une force multinationale. Et ça, les Russes ont déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de ça parce qu'une telle situation serait une sorte d'antichambre d'une appartenance à l'OTAN. Et c'est évidemment pas du tout ce que les Russes veulent. Finalement, enfin pas finalement, le quatrième point serait l'indemnisation des dommages et que cette indemnisation des dommages causés par la Russie soit garantie d'une certaine manière par les avoirs russes qui sont gelés en Europe et que la Russie pourrait retrouver uniquement à l'issue de la reconstruction en Ukraine. Donc on est sur des choses qui sont évidemment, on tire des plans sur la comète parce qu'on part de l'idée que la Russie perdra ce conflit. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas du tout dans cette perspective-là si on regarde l'évolution dans le terrain. Et finalement,
les Européens veulent avoir droit au chapitre dans les négociations qui clôtureront ce conflit et les Européens veulent être en fait à la table de négociation avec aux côtés des Ukrainiens. Et on est là dans le dilemme que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et puis que l'accord qui est passé entre l'Ukraine et la Russie devrait être validé par l'Union européenne et par l'OTAN. Donc évidemment dans des conditions qui sont totalement inacceptables pour la Russie. Par conséquent, ces 5 points, qui sont d'ailleurs pas nouveaux, hein, parce qu'on retrouve de nombreux points qui avaient déjà été évoqués précédemment, sont des points dont on sait que la Russie n'acceptera, on sait que les Russes ne les accepteront pas. Par conséquent, on ne sait pas très bien quel est l'objectif des Européens de présenter des choses dont on sait que les Russes feront une fin de non-recevoir. Si vous les négociez, eh bien, et surtout dans la position, puisque c'est eux qui sont demandeurs d'ailleurs, parce qu'ils voient que la situation en Ukraine se dégrade, ils voient qu'ils ne sont plus capables de fournir les armements dont l'Ukraine aurait besoin. Pour l'instant, l'aide qui est fournie à l'Ukraine se limite à l'envoi de drones, mais comme on l'a vu, les drones ne permettent pas d'avoir une supériorité, ils permettent de faire des escarmouches de ci, de là, d'attaquer les populations civiles, surtout sur les arrières de la Russie, mais sans avoir aucun effet opérationnel. C'est ce que j'avais d'ailleurs évoqué la semaine passée dans un rapport d'ailleurs des forces armées américaines et un rapport également de l'opposition russe qui constatait qu'il n'y avait pas d'impact opérationnel sur les opérations des opérations de drones sur les opérations du terrain russe. Donc, on ne voit pas très bien quel est l'objectif ici des Européens. Et les Européens, en plus de ça, sont dans une situation qui est toujours plus défavorable. Vous avez aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, et c'est un article d'ailleurs qui a été évoqué par le Financial Times, donc on n'est pas avec l'agence TASS ou bien une agence russe, le Financial Times dit qu'il y a certains pays qui voudraient maintenant que le département, enfin le service d'action extérieure de l'Union européenne, qui est le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, si vous voulez, soit complètement démantelé et qu'il soit restructuré parce qu'il ne fonctionne plus comme il devrait. Et c'est le dicaster de Madame Kaja Kallas, c'est sa responsabilité. Et il y a de plus en plus, au sein de l'Union européenne, des questionnements sur le fonctionnement de la politique étrangère de l'Union européenne, ou plutôt du dysfonctionnement de la politique étrangère européenne. L'Union européenne voudrait, comme j'ai dit, ils ont évoqué la possibilité de négocier avec la Russie. J'avais évoqué les semaines précédentes que le président finlandais, M. Stubb, pourrait être un interlocuteur de la Russie, mais Stubb lui-même a refusé cette tâche-là. Donc on voit que même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas vraiment de consensus sur qui devrait faire ça. En plus, vous avez des pays comme l'Allemagne qui jettent encore de l'huile sur le feu en imposant ou en proposant d'imposer des restrictions supplémentaires pour les touristes russes. Donc de nouveau, on est sur au lieu d'attaquer d'ailleurs la Russie ou d'avoir des mesures qui permettent de contrer l'armée russe ou les forces russes sur le terrain, on essaye au contraire de s'attaquer à la population russe. Et de nouveau, toutes ces mesures-là ne diminuent pas la détermination de la population russe, au contraire, raffermissent la population russe pour soutenir son gouvernement ou même que ce gouvernement aille au-delà de ce qu'il fait, c'est-à-dire soit plus vigoureux, pour employer un terme poli, à l'égard de l'Ukraine. Et c'est exactement le même phénomène qu'on a en Iran d'ailleurs. Essayer d'imposer à la population des mesures afin qu'elle se retourne contre les autorités, c'est un mauvais calcul, ça n'a jamais vraiment fonctionné et en l'occurrence, ça fonctionne mal. Ici, c'est une initiative de la CDU-CSU, c'est le parti de Friedrich Merz en Allemagne.
Vous avez des pays comme la Bulgarie qui maintenant a déclaré qu'elle ne voulait plus, qu'elle cessait de fournir des armes et du financement à l'Ukraine. Donc, on voit qu'en Europe, les gens questionnent l'évolution de ce conflit et surtout les mesures prises par l'Europe pour résoudre le conflit. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays. Autrefois, on parlait de la Hongrie, de la Slovaquie. Aujourd'hui, la Bulgarie semble adopter la même trajectoire. Et puis, vous avez la question des drones qui vient s'ajouter là-dessus. Alors, on a eu un événement un peu particulier le 8 juin lors d'attaques contre Saint-Pétersbourg, où on a très bien vu, et c'est, une fois n'est pas coutume, la Lettonie qui a apporté des éléments, qui a confirmé en réalité que l'Ukraine utilisait la Lettonie pour attaquer la Russie. Et on a eu des photos prises par les forces aériennes lettonnes de drones qui utilisaient le territoire letton pour attaquer la Russie. Donc on voit qu'on est dans une situation où certains pays se sentent pris en otage par l'Ukraine. On a également eu la situation d'ailleurs des drones en Roumanie, hein, où on a eu ces drones, on avait évoqué ça la semaine passée, où des drones navals ukrainiens avaient explosé dans le port de Constanta en Roumanie. Donc on voit que les pays européens se sentent de plus en plus pris en otage par l'Ukraine et la finalité de l'Ukraine là-dedans, d'utiliser ces pays et de les impliquer dans le conflit, eh bien c'est un peu la même situation qu'on a d'ailleurs avec Israël, qui essaye d'impliquer les Américains dans le conflit parce qu'ils voient qu'ils perdent pied eux-mêmes, et c'est la même situation d'ailleurs en Ukraine, ces attaques ou ces tentatives d'impliquer les autres pays européens sont un peu un aveu de faiblesse de l'Ukraine, qui essaye aujourd'hui de former, de créer ou de générer une coalition qui viendrait l'appuyer dans le conflit contre la Russie. Donc on voit qu'on est assez loin d'une situation négociée au terme de l'Union européenne. On essaye de faire croire qu'on a des leviers, en réalité on n'en a pas. Et c'est cette situation un peu particulière qui fait qu'aujourd'hui, plus on avance, d'ailleurs exactement comme en Iran, et c'est le cas de la Russie, sont les Russes et les Iraniens qui ont le couteau par le manche de plus en plus. Et les stratégies qu'on a mis en place, d'ailleurs, enfin, ou l'absence de stratégie, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que c'est des intentions, ou je ne sais pas, en Europe, mais on n'a pas de réelle stratégie pour traiter le problème. Résultat des courses, de nouveau, on a des tas, on est très content quand on voit un drone exploser, détruire un char, détruire un véhicule ici, là, un pont, un truc comme ça. Mais en réalité, on n'influence pas le cours de la guerre avec ça. C'est la même chose que les sanctions. On se berce d'illusions avec ces sanctions. On se donne l'impression de gagner, mais en réalité, on ne gagne pas. Et de ce fait, on n'a pas de levier. Au lieu de se concentrer pour savoir quel levier on pourrait avoir sur la Russie pour lui imposer des conditions, en fait, on se contente de petites actions tactiques, etc. Comme disait Sun Tzu, la tactique sans stratégie, c'est rien que du bruit avant la défaite. Et c'est exactement la situation qu'on a concernant la Russie aujourd'hui, et la Russie et l'Union européenne. Donc il y a une remise en question, à mon avis, de la stratégie européenne qui est nécessaire pour avoir une vraie stratégie pour lutter contre la Russie. Mais on en est loin parce que, de nouveau, on s'attache davantage à ce qui est médiatique, ce qui favorise la com, plutôt que ce qui favorise le résultat final. Voilà où on en est, et c'est les Ukrainiens, malheureusement, qui en payent le prix. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la guerre en Ukraine, notamment Paix en Ukraine aux éditions Max Mello. Si bien, et à la semaine prochaine.